Cette Mercedes électrique est un échec, c'est la EQS du coup. Classe S. Il s'est vendu presque 10 fois plus de classe S thermique que de EQS l'année dernière. Mais le chef designer office de Mercedes a une explication. Parce que les riches ne s'en foutent de rouler en électrique et ils s'en foutent de polluer. En gros, c'est ça, non? Le QS a été lancé 10 ans trop tôt, déclare Gordon Wagner. C'est pas le design qui ne convient pas, mais les clients qui ne l'ont pas compris. Ouais, alors ça, ce genre de phrase, hein, bon. Il poursuit en expliquant que le QS n'a pas été pensé comme une limousine avec chauffeur électrique, mais comme une voiture de luxe plus avancée. Elle n'aurait sans doute pas dû être présentée comme une classe S électrique, mais comme un objet différent, comme la CLS en son temps. Pour la prochaine génération, les versions thermiques et électriques partageront leur apparence sur une plateforme distincte, et comme l'appellation EQ disparaîtra, toutes deux seront de vraies classes S. Les amateurs de différence seront priés de se tourner vers AMG GTI 4 portes. Bah moi, je préférais le design de la face avant de l'ancienne EQS. Je trouve que ce stylage est pas beau. Donc voilà, c'est mon avis en tout cas. De toute façon, je n'ai pas les moyens de me payer ce genre de voiture. Et même si j'avais les moyens, honnêtement, ce que je prendrais ça, je suis pas sûr, hein. J'ai pas besoin d'un paquebot pareil. Bref, quelle est votre explication, vous, sur l'échec de cette voiture? Est-ce parce que c'est une électrique, du coup? Un juge va forcer Donald Trump à financer de nouvelles bornes de recharge aux États-Unis. Ah, bien joué ça. En début d'année, Trump avait annulé le programme de développement des bornes de recharge, un blocage contesté par plusieurs États dont la Californie. Un juge vient de leur donner raison et va tenter de forcer la main au président américain. Trump dénonce un gaspillage à la tête de Biden. Il avait donc pris la décision de geler les financements accordés dans le cadre du projet Navy. Plusieurs États dirigés par les gouverneurs démocrates ont saisi la justice fédérale pour contester cette décision, parmi eux la Californie, évidemment, qui est un État qui aime les VE. Ils estiment que le gel va à l'encontre de la volonté du Congrès et nuit aux politiques locales en matière de transition énergétique. La juge Tanaline leur a donné raison, le mardi 24 juin. Selon elle, l'administration de Trump a outrepassé ses prérogatives en bloquant un budget déjà voté par le pouvoir législatif. Elle exige désormais que les fonds soient débloqués dans 14 États, sauf si un appel est déposé d'ici le 2 juillet. L'administration Trump, qui critique une décision militante, va très certainement faire appel. En attendant, ce jugement marque une victoire juridique importante pour les États favorables au VE. C'est pour être de courte durée. On a appris vendredi que la Cour suprême américaine a décidé de limiter le pouvoir des juges à suspendre l'échelle nationale de décision de l'exécutif qu'ils considèrent comme illégale. Bah super. Dictature en marche hein, avec Trump, de toute façon, voilà. C'est débile ce qu'il fait. Tout ça parce que ça ferait une baisse de consommation du pétrole, alors ça y est, on est anti-VE quoi chez Trump. Ridicule. Ces 4 années vont être dures hein, quand même. Hein. Lei Jun, le Musk chinois, devenu l'homme le plus riche de Chine. Eh ben, ouais, il fait du bon boulot, il a une meilleure, bien meilleure image que Nola Elon Musk, hein. Clairement, c'est un aboutissement pour ce discret ingénieur devenu capitaine d'industrie, dont l'ascension fulgurante s'est construite à la croisée du smartphone, de l'objet connecté et désormais de la voiture électrique. Il est né en 1969 dans la province chinoise du Hubei. Lei Jun ne vient pas de l'élite économique, mais d'un milieu modeste et d'un intellectuel, diplômé en informatique de l'université de Wuhan. Il commence sa carrière chez Kingsoft en 92, et il gravit les échelons jusqu'à devenir PDG à seulement 28 ans avant de mener l'entreprise vers la bourse. Visionnaire dès les débuts de l'internet chinois, il crée ensuite Joyo.com, l'un des premiers sites de e-commerce du pays, qu'il revend à Amazon en 2004 pour seulement 75 millions de dollars. Mais c'est en 2010 que les jeunes entrent dans l'histoire, avec la fondation du Xiaomi, inspirée à la fois par Steve Jobs pour la rigueur produite des produits et par Elon Musk pour l'ambition sectorielle. Il bâtit un modèle industriel inédit en Chine, proposait des smartphones de qualité équivalents à ceux des géants américains et coréens, mais à des prix bien plus accessibles. Xiaomi explose alors grâce à une combinaison rare, design soigné, logiciel maison et communauté d'utilisateurs fidèles. En 2014, l'entreprise devient déjà l'un des leaders mondiaux du smartphone et en 2018, elle s'introduit à la bourse de Hong Kong avec fracas. Les jeunes auraient dû être salués comme l'un des plus grands bâtisseurs industriels du XXIe siècle en Asie. Mais l'homme ne vise pas la pérennité confortable. Il veut changer d'échelle. Et c'est là qu'entre l'automobile. Entre en jeu l'automobile. Dès 2021, Legion annonce le lancement de Xiaomi Auto, avec un investissement initial de 10 milliards de yuan à 1,2 milliard d'euros. Les observateurs restent prudents. Les constructeurs tech échouent souvent dans l'automobile. Apple ayant réfléchi à se lancer, avant de renoncer. Pourtant, en mars 2024, Xiaomi dévoile le SU7, une berline électrique à l'allure sportive, richement équipée, connectée à l'univers Xiaomi et vendue à un tarif inférieur à celui du modèle 3. Près de 90 000 précommandes en 24 heures.
En moins d'un an, Xiaomi livre 272 000 exemplaires de la berline. Puis elle les suivait, donc voilà, 200 000 précommandes en 3 minutes. 18 heures plus tard, elle dépasse les 290 000 validations. L'action Xiaomi bondit de 8% dans la journée. Bah franchement, c'est... Lui, c'est un bon. Hein. C'est un bon, le Lei Jun, là. Il est très très bon. Il incarne une forme de Musk à la chinoise, plus sobre, plus consensuelle, mais tout aussi déterminé. Alors que Musk, comme ils disent plus haut, imprévisible, hyperactif, lui, il reste méthodique, discret, introverti. Ah ouais. Efficace, discret et efficace, voilà. L'inverse de Musk, quoi. Hein. Du moins maintenant, parce que Musk a aussi été efficace dans le passé, mais maintenant ça part un peu en couille. Et surtout, il n'évolue plus ses produits Tesla, quoi. Enfin, pas suffisamment, du coup. Par contre, Xiaomi a connu quelques échecs, une expansion internationale mal maîtrisée dans ses premières années, des difficultés à se différencier dans le haut de gamme, des tentatives avortées dans l'IA, ou les assistants vocaux concurrencés par Alibaba ou Baidu. La firme a même été critiquée pour des communications trop commerciales, trop clinquantes, trop chinoises, mais à chaque revers, Laijon a su redresser la barre. Rationaliser, relancer, l'entrée dans l'automobile, longtemps vue comme un caprice, s'est révélé être un coup de maître. Bon, après voilà, c'est long, on est déjà à 3 minutes, les gars. Je vous laisse finir l'article au pire. Il a 55 ans, il n'a plus grand chose à prouver, ok. Bon, maintenant, il va falloir exporter Xiaomi Auto en Europe. Ça serait pas mal, du coup, prochaine étape, hein. Faire comme les smartphones, arriver en Europe avec les automobiles. Ça va être plus compliqué, je pense. Le voyage ne fait que commencer, comme il dit. Franchement, ouais, je suis très enthousiasmé par ce mec et je trouve qu'il fait du bon boulot. Produit des belles et bonnes voitures en plus. Donc, à prix contenu. Donc, franchement, bravo à lui. Il a tout mon soutien. Remise de 3 000 € pour le V3. Alors, j'imagine que c'est la petite batterie, non? D'un côté, il y a la pertinence technologique, économique et écologique du véhicule à petite batterie pour répondre à 95% des besoins du quotidien. De l'autre, les attentes des clients totalement effrayés à l'idée de ne pas avoir d'autonomie. Et qui ne veulent que des batteries XXL, qui font exploser les prix. Au final, rien ne se vend. C'est un peu le phénomène qui semble frapper le Kia V3. L'entrée de gamme propose 58,3 et l'autre 81,4. Mais l'absence de bonus n'aide pas. Eh oui. Fin 2024, le V3 avait déjà accusé une baisse de prix de 4 000 € pour se recaler par rapport à ses adversaires. Et désormais, il propose une remise commerciale de 3 000 € pour les véhicules en stock. Soit déjà moins 7 000 € par rapport au prix de l'année dernière. Prix net, 36 090. Ok. Alors ça, c'est clairement la petite batterie, hein, 434 de LTP. Est-ce que c'est pas encore un poil trop cher? Est-ce qu'il faudrait pas placer ça à 33-34 000 € maximum, hein, pour la petite batterie? En vrai, je pense que ce serait le... 33 000? Je pense que ça serait pas mal. Et la grosse batterie, bah tu le mets à ce prix-là, au pire, 36 000, ouais. Là, ça serait des bonnes offres, je trouve. À ce tarif, on demeurait là, c'est encore bien plus cher qu'une Mégane EV, grande autonomie, ou qu'un Skoda Elroq. En France, le Kia EV3 risque d'être cantonné aux fans de la marque ou aux clients séduits par les offres LLD très agressives, car sans apport. Verrons-nous Kia tenter une nouvelle remise, idéalement de 5 000 € pour être... Ouais, 5 000, non, faut pas rêver, hein. 5 000, ça me paraît... S'ils refont 3 000 encore, ça serait pas mal déjà. Ce serait un bon point. Maintenant, est-ce qu'ils ont la latitude pour le faire avec les taxes qui se prennent et tout? Je suis pas certain. Je suis pas certain parce que la Mégane elle a le bonus aussi du coup. Le Scénic aussi, donc compliqué là, de s'aligner. Ça reste un bon véhicule, mais peut-être un poil trop cher. Bon, le Niro, j'en parle même pas, il est beaucoup trop cher. Surtout qu'il quand même, il a été dépassé technologiquement par ce véhicule, ils devraient le baisser quoi. En fait, j'ai l'impression que le Niro, ils n'arrivent pas à le placer dans la gamme. Parce que il a autant d'autonomie en version normale que la version petite autonomie que le V3. Au final, il est un peu plus grand, mais il recharge moins vite. Et il est plus cher, c'est le bordel. On n'arrive pas à le placer ce Niro. Franchement, il devrait limite l'arrêter en fait. Ça sert plus à rien de continuer les gars. Parce que là, s'il brade le Niro, le problème c'est que celui-là va plus se vendre. Parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent de la charge rapide comme moi. Donc on préfère un Niro qui est moins cher qu'un EV3 et qui en version de base a plus d'autonomie que le V3 de base. Donc bon, c'est compliqué là. Kia, ils se sont foutus un peu dans la merde. Hein. Est-ce qu'il aurait pas fallu plutôt restyler le Niro encore et lui ajouter enfin une grande batterie du coup, de 81 kWh à la limite, et augmenter un peu sa charge rapide. Ça aurait peut-être été ça la solution au final. Ou alors sortir le V3 à la place du Niro en 2022, ou 2023, et ne pas sortir un restylage au Niro. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là, mais ils se sont pris les pieds dans le tapis, je dirais.